L'idée principale de ce texte est que toute organisation engendre une cristallisation, c'est-à-dire un durcissement ou une rigidité de la compréhension. Les choses organisées ont tendance à se cristalliser de plus en plus jusqu'à finalement se briser. Cependant, l'auteur souligne que ce processus peut également être inversé et que les choses cristallisées peuvent finir par s'émanciper. Le texte aborde également la notion de temps et d'espace, expliquant que ces deux éléments sont intrinsèquement liés et coexistent. L'espace existe car il a le temps d'exister, et le temps existe car il est mémorisé. Ainsi, le temps et l'espace sont interdépendants et si l'un des deux est éliminé, l'autre disparaît également. En somme, l'auteur soulève des réflexions sur la nature de l'organisation, de la cristallisation et de l'espace-temps, offrant une perspective complexe sur ces concepts. Dans cet extrait, l'auteur remet en question l'existence du temps et de l'espace. Il explique que la notion de limite dans l'espace est déterminée par le temps, qui est ce qui sépare les individus. Il soutient que le temps est une illusion et que la mémoire est une représentation vivante de quelque chose qui n'existe plus. L'auteur affirme également que l'évolution n'existe pas puisque cela impliquerait une progression temporelle. Il conclut en soulignant que la perception du temps est basée sur la mémoire, et que sans celle-ci, le temps n'a aucun sens. La mémoire est un phénomène complexe qui permet d'accéder à des souvenirs passés, mais également d'imaginer et de transformer des faits qui ne se sont jamais produits. Elle peut également contenir des projections vers l'avenir. Cependant, il n'y a ni passé ni futur dans la mémoire, seulement une présence instantanée. Notre perception du temps et de l'espace nous oblige à passer par ces concepts pour prendre connaissance de nos souvenirs. L'homme s'identifie non seulement à son corps physique, mais aussi à ses souvenirs temporels. Si l'illusion de l'espace est une illusion, l'identification temporelle l'est également. Il est difficile de concevoir l'immortalité dans un concept temporel. La mort concerne non seulement le corps physique, mais aussi la transformation continue de tous les corps. Notre perception de la mortalité est due à la perte de satisfaction psychologique que nous ressentons lorsque nous ne pouvons plus percevoir certaines choses dans le domaine matériel. Cependant, l'avenir que nous imaginons est également enregistré dans notre mémoire. Il n'y a ni passé ni avenir, seulement une présence instantanée où parfois nous avons raison et parfois nous avons tort. Dans ce discours, l'auteur remet en question l'existence du temps. Il explique que le temps est une illusion créée par la perception humaine et ne correspond pas à une réalité objective. Il affirme que tout est instantanément présent dans la mémoire et que le déplacement et l'évolution apparente des choses ne sont que des perceptions. Il soutient que l'évolution n'existe pas réellement, mais qu'il n'y a que des mutations et des transformations. Il compare cette illusion du temps à la perception d'un film ou d'une série d'images où la continuité est perçue grâce à la vitesse de notre œil et de notre pellicule. Il conclut en affirmant que, bien que nous ayons besoin du concept de temps pour fonctionner dans notre réalité spatio-temporelle, il viendra un moment où l'homme devra transcender cette illusion et maîtriser la matière sans être limité par le temps. En résumé, l'auteur s'interroge sur la perception différente du temps d'une personne à une autre. Il explique que le temps n'est pas élastique, mais que notre compréhension peut l'être. Il affirme que l'homme est en dehors du temps et donc immortel, tandis que notre identification au corps physique est temporelle. Il décrit les différentes composantes astrales de l'homme, corps physique, corps vital, corps psychologique, corps mental, qui sont toutes liées au temps. Il souligne que l'énergie supramentale est en dehors du temps, ce qui lui permet d'agir instantanément. L'auteur affirme que le temps est une conceptualisation psychologique et que même nos souvenirs, lorsqu'ils ressurgissent, sont présents dans notre conscience. Il soutient que le voyage dans le temps est en réalité un voyage dans un univers parallèle présent. L'identification à notre corps physique est donc liée à l'identification au temps, et la libération de ce corps nécessite une libération temporelle. L'auteur remet en question le concept d'évolution, affirmant qu'il s'agit plutôt d'une transformation immédiate et que l'homme doit vivre dans le présent pour réellement vivre. Ce texte parle de la perception du temps et de l'importance de vivre dans l'instant présent. L'auteur explique que lorsque nous sommes vivants, nous percevons les choses après qu'elles se soient produites, ce qui crée un délai entre l'événement et notre perception. Il souligne que notre conscience est souvent attachée au temps et à la matérialité, ce qui nous limite dans notre expérience du présent. Cependant, si nous parvenons à nous libérer de notre identification à la matérialité et à vivre pleinement le présent instantané, nous pourrons fusionner avec notre environnement et ressentir une connexion profonde avec tout ce qui nous entoure. Pour cela, il est nécessaire de se libérer de la forme et du temps, qui sont interdépendants.
L'auteur explique également que la mémoire est liée au temps et que se libérer de la mémoire permet de se libérer du temps et de l'espace. En fin de compte, la libération consiste à se détacher de son corps et du temps pour accéder à une conscience plus élevée. La mémoire est un enregistrement perpétuel de choses qui ne sont plus, mais qui existent instantanément. Le passé n'existe pas, il est enregistré sur des mondes parallèles qui sont présents en même temps que nous. Le temps est élastique et peut être modifié. Par exemple, une pyramide peut transmuter le temps et empêcher la matière de vieillir. Nous vivons dans un présent immédiat, mais nous avons tendance à revivre dans des présents parallèles basés sur nos souvenirs. Pour être pleinement présent dans la vie, il faut se libérer des attachements au passé. Le temps n'existe vraiment que lorsque nous accédons à de nouveaux niveaux de conscience. La compréhension supramentale est nécessaire pour réaliser pleinement l'inexistence du temps. Dans cette conversation, il est question de la perception du temps et de la libération de l'individu. L'interlocuteur souligne que la compréhension intellectuelle du temps peut conduire à une libération physique mal comprise, menant à des actions suicidaires. Il explique que la libération réside plutôt dans la compréhension psychologique et la prise de conscience de l'instant présent. Il affirme également que le temps n'existe pas réellement, mais cette réalisation n'est atteinte que par très peu de personnes. Finalement, il aborde le fonctionnement discontinu de la pensée et de la perception visuelle, expliquant que l'œil prend des photos successives qui sont ensuite détruites pour en prendre de nouvelles. Dans cette réflexion sur le temps et l'espace, l'auteur remet en question notre perception linéaire du temps et notre conception de l'espace. Il soutient que notre mémoire sélectionne et élimine certains souvenirs, créant ainsi une illusion de continuité temporelle. Selon lui, il n'y a pas de véritable continuité temporelle, car tout se produit simultanément. Il évoque également la possibilité de voyager dans l'hyperespace, où le temps s'écoule différemment, et où il est possible de vieillir plus lentement. Il souligne que notre psychologie, notre physique et notre réalité sont conditionnés par notre concept spatio-temporel, mais que tout cela n'est qu'une illusion. L'auteur affirme que le temps et l'espace sont des constructions de notre conscience, et que lorsque nous n'avons plus de temps ni d'espace, la dualité disparaît. Également, sans mémoire, nous serions libérés de cette dualité et de cette perception limitée. Dans cet extrait, l'interlocuteur explique que le temps est une limitation de l'homme, mais qu'il existe grâce à la matière qui lui donne un sens. Selon lui, la vitesse est liée au temps et à l'espace, et il souligne que la vitesse de la lumière est constante dans notre espace-temps. Il aborde également l'idée que voyager à la vitesse de la lumière permettrait de ne pas vieillir et de sortir de notre espace-temps pour entrer dans un nouvel état d'énergie. Cependant, il précise que voyager plus vite que la lumière est impossible dans notre réalité actuelle. Il explique que plus nos vibrations sont rapides, moins nous vieillissons et plus nous nous améliorons, s'approchant ainsi de la lumière. Il mentionne également l'initiation solaire qui serait liée à cette idée. Finalement, il affirme que certains individus ont déjà réalisé de telles expériences. Les trous noirs sont des objets cosmiques complexes et fascinants. Ils peuvent être formés par l'effondrement gravitationnel d'une étoile ou être issus du Big Bang. Les trous noirs provenant de l'effondrement d'une étoile absorbent la lumière et émettent de l'énergie. Ils sont encore dans le même continuum spatio-temporel que nous, mais ils sont en train d'en sortir. Les immenses trous noirs sont des soleils effondrés à l'intérieur, tandis que les plus petits ne sont pas des soleils. Ils émettent une autre forme d'énergie que nous ne comprenons pas encore totalement. Ils émettent dans notre continuum mais pas de la lumière. Lorsque les trous noirs auront absorbé suffisamment d'énergie, ils se referment et disparaissent. Les trous noirs ne sont pas des soleils d'une autre dimension, mais peuvent être considérés comme tels si l'on considère leur côté effondré. Dans ce texte, l'auteur explore le concept d'élasticité dans la compréhension psychologique et ses conséquences sur la santé mentale. Il compare l'élasticité à un élastique qui a une limite de rupture, et affirme que la folie est un signe de rupture de cette élasticité. Il explique qu'une bonne digestion psychologique consiste à digérer et intégrer chaque nouvelle compréhension avant de passer à la suivante. L'auteur soutient que la dilution de cette élasticité n'est pas une rupture, mais lorsque l'élasticité est perdue, cela conduit à des troubles mentaux tels que la dépression et la bipolarité. Pour maintenir l'élasticité, l'auteur recommande de douter et de remettre en question sa compréhension, de ne pas tout accepter sans réflexion, mais de digérer l'information petit à petit. En conclusion, l'auteur souligne l'importance de maintenir une élasticité mentale pour éviter la manipulation et les troubles psychologiques.
L'élasticité de la conscience n'est pas liée à l'attachement que l'on a aux choses matérielles ou spirituelles. C'est plutôt la mémoire qui joue un rôle dans notre attachement, en choisissant ce qu'elle nous ramène à la conscience. L'importance que l'on accorde à une forme mémorielle crée un canal entre cette forme et la conscience. Plus ce canal est important, plus facilement la forme mémorielle peut revenir à notre conscient. L'élasticité de la conscience, quant à elle, est liée à l'indépendance du doute, permettant à l'astral de laisser le mental faire le travail de réflexion et d'étude logique. Un attachement quelconque crée simplement un canal entre la forme mémorielle et la conscience, et ne détermine pas l'élasticité de la conscience. L'attachement n'est donc ni bon ni correct, car la forme mémorielle ne vient pas à notre conscient par intelligence, mais parce que nous y sommes attachés. L'élasticité de la conscience reste la même pour quelqu'un attaché à de nombreuses choses ou à presque rien.